j'aimerais partager une histoire qui m'a marquée au fil des années. Bien qu'il ne s'agisse pas de mon expérience personnelle, elle m'a été racontée par une amie de la famille. Cette amie est musulmane, et dans sa religion, on croit aux créatures surnaturelles comme les djinns, dont certains sont considérés comme bons et d'autres mauvais. Vous avez peut-être entendu parler de ce sujet dans la série télévisée Supernatural. Alors que je devrais être en train de réviser, je ne peux m'empêcher de penser à cette histoire, et j'ai pensé qu'elle valait la peine d'être partagée. Tout a commencé en 2012. À ce moment-là, les deux enfants de cette amie étaient très jeunes. Son mari était en voyage d'affaires, la laissant avec ses enfants. Je l'appellerai Sally, et ses enfants, l'aînée était une fille, je l'appellerai Emma, et le plus jeune était un garçon, je l'appellerai Zach. Ils vivaient tous dans une petite maison en Angleterre, et il ne s'y passait jamais rien de bizarre. La maison n'avait pas d'histoire sombre, alors quand quelque chose d'étrange se produisait, c'était assez choquant. Le mari de Sally avait déjà quitté le pays pour son travail, et ce n'était donc pas la première fois qu'il se retrouvait seul, elle et ses enfants. Il se débrouillait très bien, jusqu'au jour où, en faisant le ménage, Sally est tombée sur de la monnaie en vrac. Elle n'en a pas fait grand cas sur le moment, car il est normal de perdre quelques pièces. Mais Emma et Zach trouvaient eux aussi de la monnaie. Ils étaient ravis de pouvoir acheter des bonbons et des chocolats. Cependant, ils ont commencé à trouver de plus grosses sommes d'argent, comme des billets de 50 ou 20 livres sterling. Sachant qu'elle n'avait pas laissé traîner autant d'argent, Sally s'est inquiétée et a appelé son mari. Celui-ci a nié être impliqué dans cette affaire. Elle a donc décidé de rassembler tout l'argent et de s'en débarrasser, parce qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Après cet incident, l'argent n'est plus apparu et elle n'y a plus pensé. Quelques jours plus tard, des choses encore plus étranges ont commencé à se produire. Par exemple, alors que ses enfants étaient à l'école, Sally priait en bas. Après avoir fini de prier, elle pliait le tapis et montait à l'étage. Cependant, lorsqu'elle redescendait, le tapis de prière était déplié et laissé dans une position différente. Elle a cru qu'elle devenait folle, mais ça s'est répété plusieurs fois. Un autre incident s'est produit avec Emma qui jouait à des jeux et qui s'est aperçue que son jeu avait disparu après être allée chercher quelque chose. Elle pensait que c'était son frère qui lui faisait une farce, mais il dormait à l'étage. Des choses étranges de ce genre se sont produites à plusieurs reprises. Une nuit, à 2 heures du matin, Sally s'est réveillée et a vu une petite silhouette noire qui frappait lentement des mains et souriait en travers de son lit. Effrayée, elle a crié si fort que la silhouette a disparu dans l'obscurité. Elle s'est précipitée dans la chambre de ses enfants. Le lendemain, elle a appelé un imam et lui a raconté son expérience et ce qu'elle avait rencontré. Il lui a alors suggéré de lire une sourate, un verset du Coran, si elle rencontrait à nouveau ce djinn. Plus tard dans la nuit, Sally a dit à ses enfants qu'ils dormiraient ensemble dans le salon et qu'il s'agissait d'une mini-soirée pyjama. Au beau milieu de la nuit, elle s'est réveillée et la silhouette était là. Complètement terrorisée, elle a réveillé ses enfants et leur a dit de lire la sourate. Mais pour une raison étrange, ils ne pouvaient même pas la prononcer. C'était comme si quelqu'un leur avait coupé la parole. La silhouette applaudissait encore et souriait, puis elle a disparu dans l'obscurité. Le lendemain, Sally a appelé son mari et l'imam et leur a tout raconté. Son mari a dit qu'il allait réserver un billet pour rentrer à la maison et l'imam est venu. Il a dit qu'il y avait une entité forte, qu'il ne devait pas s'inquiéter plus que ça. Après cette expérience, Sally a voulu déménager. Ils ont fini par s'installer ailleurs. Ils n'ont plus jamais vécu ce genre de choses. Mais elle a développé une forte anxiété et déteste être seule depuis cette expérience. Emma, l'aînée, se souvient de quelques événements paranormaux qui se sont produits dans la maison. Mais elle n'en parle pas car elle déteste y penser. Je ne suis plus sceptique. Ma femme et moi avons séjourné dans une maison Airbnb, construite en 1901 dans une vieille ville minière de l'Arizona. Les expériences que nous avions vécues nous ont fait partir un jour plus tôt, à 3h30. La ville s'appelle Bisbee. C'est une petite ville nichée dans les montagnes, près de la frontière mexicaine, à moins de 30 km de la célèbre ville de Tombstone.
je vais vous donner un bref historique. Le cuivre et d'autres minerais précieux ont été découverts ici en 1877 et un camp minier a vu le jour. La population s'est considérablement accrue au cours des 2 décennies suivantes et à un moment donné, elle a dépassé celle de San Francisco. Le problème est qu'ils ont entassé cette population dans ce qui est en fait un canyon. L'augmentation de la population s'est accompagnée de crimes, de maladies, de problèmes d'hygiène, etc. Sans parler des fumées et des émanations toxiques liées à l'exploitation minière. Les gens gagnaient de l'argent à tour de bras, tout en vivant dans la misère la plus totale pendant un certain temps. L'exploitation minière s'est poursuivie sans interruption jusqu'en 1974 et a donné lieu à l'une des plus grandes mines à ciel ouvert d'Amérique. Lorsque le cuivre s'est épuisé, la compagnie minière est partie et a revendu toute la ville aux habitants, qui l'ont transformée en une ville de fête hippie, artistique et amusante. Cette année, c'était la 3e fois consécutive que ma femme et moi y allions pour le 4 juillet. Ce voyage est devenu une sorte de tradition. Nous avons séjourné dans une maison Airbnb construite en 1901. C'est en fait l'une des premières maisons construites dans la rue principale de la ville. J'aimerais commencer par dire que dans l'ensemble, j'ai toujours été sceptique en ce qui concerne le paranormal. J'ai toujours trouvé ça divertissant, mais j'ai toujours pensé qu'en fin de compte, c'était probablement des conneries. Ma femme était du même avis. Il aurait fallu une expérience très concrète pour que j'y croie vraiment. Laissez-moi vous raconter les expériences que j'ai vécues ces 2 derniers jours et ces 2 dernières nuits et qui ont changé ma vision des choses. Le premier soir, nous étions en train de réfléchir à ce que nous allions faire pour la soirée. J'étais dans la cuisine et j'ai distinctement entendu des pas sur le parquet. J'ai cru que ma femme marchait derrière moi et j'ai même senti la présence de quelqu'un. Je me suis retournée et il n'y avait personne. Elle était sur son téléphone. Nous avons mis cela sur le compte du tonnerre d'un orage qui venait de passer ou peut-être d'une vieille plomberie. Plus tard dans la nuit, au moment de nous mettre au lit, nous avons branché nos téléphones et testé les interrupteurs, etc. J'ai allumé ma lumière et nous avons tous les 2 entendu un bruit bizarre de grattement dans le mur. J'ai même dit en plaisantant, j'espère que ce n'est pas un arc électrique dans le mur ou quelque chose comme ça. Ce n'était certainement pas ça, car je connais bien ce bruit, mais le son était vraiment dans la même veine. Le lendemain matin, au petit déjeuner, ma femme me dit qu'elle a eu du mal à dormir à cause de cauchemars très vifs et très intenses qui se sont déroulés dans la maison. Elle dit qu'il s'agissait de ce type de rêve où l'on ne sait pas si l'on est éveillé ou endormi. Ça a suffi à la perturber visiblement, alors qu'elle n'est pas une femme facile à perturber. La nuit suivante est arrivée et nous sommes allés nous coucher vers 22h. Je me suis endormie pendant environ 30 minutes avant d'être réveillée par de multiples démangeaisons et chatouillements sur tout le corps. Au début, j'ai mis ça sur le compte de ma peau sensible, contre des draps auxquels je n'étais pas habituée. Ça m'était déjà arrivé, mais cette fois-ci, c'était différent. Chaque fois que je grattais l'endroit où je ressentais la sensation, celle-ci se déplaçait instantanément vers une autre partie de mon corps. J'avais l'impression que quelqu'un cherchait délibérément à m'irriter. J'avais également dormi dans le même lit plusieurs fois avant cela, sans aucun problème. Cette situation m'a fait tourner en rond pendant quelques heures, jusqu'à ce que je me lève et que je trouve ma femme réveillée elle aussi. Elle faisait les mêmes cauchemars que la nuit précédente. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle ressentait également un profond malaise à propos des miroirs accrochés dans la maison. Maintenant que nous étions réveillés, elle est sortie sur le porche pour fumer une cigarette et je suis resté au lit à faire défiler mon téléphone. Et pendant ce temps, j'ai vu du coin de l'œil une personne traverser le pied de mon lit. J'ai également senti la présence de quelqu'un qui entrait. Le flux d'air de la climatisation a même légèrement changé. C'était suffisamment frappant pour que je pense à 110% que c'était ma femme qui entrait. Et mon estomac s'est effondré lorsque j'ai réalisé qu'elle était toujours sous le porche. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un reflet de mon téléphone, mais j'ai essayé par tous les moyens de le recréer et je n'y suis pas parvenue. Comme on n'arrivait pas à dormir tous les 2, on a commencé à parler de choses. Attention, on se dispute rarement, voire jamais, et on ne se fâche pas et les choses ne s'échauffent pas, surtout sur des sujets comme ceux dont nous parlions. Alors que la conversation se poursuivait, cette étrange énergie négative a commencé à se développer et la conversation a commencé à tourner au vinaigre. On a tous les 2 craqué. On a réfléchi aux événements qui ont mené à ça et on a décidé de faire nos valises et de sortir de là.
comme nous partions, ma femme est retournée chercher une dernière chose et a entendu plusieurs pas autour d'elle. Elle a eu le sentiment distinct qu'elle était chassée. Nous sommes rentrés à Tucson au milieu de la nuit et nous sommes encore assis ici, encore sous le choc de ce que nous avons vécu. C'était vers 2015 ou 2016. Je me souviens que c'était en été. Les arbres et les broussailles étaient encore pleins et luxurieux. Ma femme et moi vivons sur 12 acres de terrain au Tennessee. Le terrain était principalement boisé avec peut-être 3 acres autour de la maison, dégagés à l'exception des arbres espacés de manière aléatoire. 2 acres dans la cour avant et environ 1 acre à l'arrière. La maison a été construite en 1969. Nous avons emménagé pour la première fois en 2014 et au fil des années, nous avons progressivement travaillé sur la rénovation lorsque nous avions plus de temps et d'argent. Le terrain comportait 2 petites granges sur la propriété que nous avons transformées en poulailler. Nous avons également décidé d'ajouter un mouton. Je dois dire que la maison elle-même a toujours été étrange. Le sous-sol dégageait une atmosphère sombre et maléfique, avec un congélateur rempli de carcasses d'animaux et un seau rempli de sang congelé qui était là lorsque nous avons emménagé. Mais ça, c'est une autre histoire. Pendant toute la durée de notre vie là-bas, nous avons eu du mal à garder nos poulets en vie. Nous ne parvenions pas à trouver comment quelque chose pouvait entrer. Un jour, nous sommes rentrés de l'épicerie en début d'après-midi et avons trouvé tous nos poulets morts et répandus dans notre jardin. Ça n'avait aucun sens. Aussi, nous avions cette cage en fil métallique robuste qui était déchirée comme si quelque chose s'y était enfoncé. Inquiet et ne sachant pas quoi faire, j'ai commencé à partir la nuit et à différents moments de la journée lorsque j'en avais le temps. Je pensais que je pourrais peut-être chasser ce qui tuait nos animaux, mais rien ne s'est jamais produit. Nous avons gardé un œil attentif sur nos bêtes du mieux que nous pouvions pour nous assurer qu'ils étaient bien protégés. C'était jusqu'à ce qu'un matin, au hasard, nous sortions pour nourrir notre mouton et le trouvions hors de son étable et allongé là dans la cour, sans bouger. On ne sait toujours pas comment il est sorti. Il n'avait aucune marque ni explication sur ce qui lui était arrivé. La seule chose qui me vient à l'esprit est une crise cardiaque provoquée par la peur. Passons maintenant à l'observation. Comme je l'ai dit, c'était l'été. J'avais les fenêtres ouvertes car notre climatisation ne fonctionnait pas très bien au 2e étage et j'essayais de faire passer une brise dans la maison. Ma femme était au travail pendant que je rangeais notre linge dans notre chambre à l'étage. J'ai commencé à entendre ce grognement profond. Je ne pouvais pas dire ce que c'était, alors j'ai passé la tête par la fenêtre pour mieux écouter. Je pouvais l'entendre venant des bois, sur le côté droit, devenant de plus en plus fort et se rapprochant lentement. Alors que le son approchait, mon cœur battait à tout rompre. J'ai ressenti de la peur et de l'effroi. J'avais peur mais je ne savais pas pourquoi. C'était jusqu'à ce qu'il arrive dans la clairière. C'était là, cette chose géante traversant ma cour. Il marchait à 4 pattes. Il avait une tête canine, géante. Un grand dos bossu, une longue queue touffue, et sa fourrure était épaisse sur sa poitrine et son dos et amincie sur ses pattes. Il avait des articulations pliées comme les nôtres pendant qu'il marchait, ses pattes arrière pliées comme nos genoux et ses pattes avant pliées comme nos coudes. Alors qu'il entrait dans la cour avant, j'ai pu le mesurer en passant devant un arbre. Il mesurait au moins 1m20, 1m30 à 4 pattes jusqu'à ses épaules. J'imagine donc qu'il devait mesurer au moins 2 mètres de haut sur ses pattes arrière. J'étais tellement sous le choc que je ne pouvais plus bouger, figé dans ce dont j'étais témoin. Je n'ai même pas pensé à essayer de le photographier. Je suppose qu'à ce moment-là, je ne voulais rien manquer. Il a continué à travers la cour avant et s'est enfoncé plus profondément dans les bois. J'en ai parlé à ma femme et je ne l'ai plus jamais revu après ce jour. Je ne suis également jamais sorti sans protection par la suite.
Aussi, nous avons fini par déménager en 2018. Il s'agit d'une histoire vraie que ma mère m'a racontée à plusieurs reprises, mais je la trouve toujours aussi fascinante que la première fois que je l'ai entendue. En essayant de comprendre moi-même, je pense que ma mère avait environ 16 ans à l'époque, ce qui signifie que l'histoire s'est déroulée en 1999. Pour la petite histoire, elle vivait dans un petit village sur le Great Orme où elle a passé la plus grande partie de son enfance. Le Great Orme est connu pour ses liens avec la spiritualité. Elle n'avait jamais vraiment vécu quoi que ce soit avant ça, seulement des coups dans la nuit, ainsi que des yeux qui la regardaient lorsqu'elle sortait le linge de la machine à laver le soir. Elle avait environ 16 ans et son amie, appelons-la Betty, passait la soirée chez elle. Il était tard dans la nuit, vers 23h30, et elles étaient en train de discuter dans la chambre lorsqu'elles ont entendu le bruit d'une balle de tennis rebondissant sur la route depuis l'extérieur de la fenêtre. Curieux de savoir qui pouvait bien être dehors à une heure aussi tardive, elles ont tiré les rideaux et jeté un coup d'œil par-dessus le rebord de la fenêtre. La rue était longue et très étroite, avec des rangées de maisons mitoyennes. La route était faiblement éclairée par des lampadaires jaunes pâles. Les yeux de ma mère ont parcouru la rue jusqu'à ce qu'ils rencontrent une dame âgée qui promenait son chien. Elle trouvait ça étrange et a regardé son amie qui avait la même expression qu'elle. Puis la femme qui ne les avait pas remarqués était visiblement âgée, les cheveux gris clairs, la posture voûtée, titubant un peu lorsqu'elle marchait, des vêtements démodés, etc. Elle lançait lentement la balle sur une petite distance, puis s'arrêtait pour que son petit chien la lui rapporte. Elle est passée devant la fenêtre, très lentement, puis voilà que brusquement, elle a commencé à rebondir à environ 3 mètres dans les airs. Imaginez que vous lancez une balle sur le sol. La façon dont la balle rebondit se déplace dans une direction tout en restant en l'air, touchant le sol et recommençant. C'est exactement ce que faisait cette femme. Ma mère et son amie étaient complètement abasourdies, les yeux verrouillés par la terreur. Elles fixaient ce spectacle inexplicable. Elles ont regardé la femme rebondir vers le bout de la rue, son chien courant à ses côtés. Ce n'est que lorsque son langage corporel a indiqué qu'elle se retournait pour refaire la même chose au bout de la rue, vers ma mère et son amie, qu'elles se sont simultanément retirées derrière le rideau. Elles ont fait une pause, ont traité ce qu'elles venaient de voir en silence, puis elles se sont regardées, confirmant qu'elles avaient toutes deux été témoins de ce que l'autre avait vu, mais sans dire un mot. Ne sachant pas exactement quoi faire de cette information, elles ont décidé d'expliquer tout ça à sa mère. Elles ont raconté brièvement l'histoire. Une dame promenait son chien, puis elles l'ont vu rebondir à une hauteur inhumaine. Brusquement, sa mère les a arrêtées et les a séparées dans différentes pièces. Elle s'est d'abord assise avec Betty, l'amie de ma mère, la laissant se tourner les pouces en s'interrogeant sur ses motivations. Au bout de quelques minutes, elle leur a fait changer de place. Elle a demandé à sa fille de dessiner exactement ce qu'elle avait vu, sans oublier aucun détail de la femme et de son chien. Puis elle a réuni les deux pour comparer leurs dessins afin de les prendre en flagrant délit de mensonge. À sa grande surprise, les dessins étaient identiques, jusque dans les détails. Les angles et les styles de dessin étaient certes différents, mais les détails étaient indubitablement les mêmes. Elle n'a pas eu grand-chose à dire, si ce n'est de détourner le regard ou de se retourner si jamais ma mère et son amie revoyaient la vieille dame. Elle a été soulagée d'apprendre que la femme n'avait pas remarqué qu'elle était observée depuis la fenêtre. Après cette expérience, ma mère n'a jamais revu cette femme. Et à ce jour, elle ne peut toujours pas expliquer ce qu'elle et son amie ont vu cette nuit-là. Aucune des personnes impliquées dans cette histoire n'a de raison de mentir à ce sujet. Il y a eu une lignée de femmes très éveillées spirituellement dans ma famille, y compris ma mère. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ça n'explique pas pourquoi l'amie en a été témoin elle aussi.
Permettez-moi de commencer par dire que j'ai vécu dans les Appalaches toute ma vie et que j'ai eu beaucoup d'expériences étranges. Ma famille était irlandaise et installée en Virginie occidentale, mais je vis actuellement dans la partie Caroline du Nord de ces magnifiques montagnes. Tout a commencé avec mon Golden White Weaver, Ozzy, qui grognait comme je ne l'ai jamais entendu auparavant. Il ne grogne littéralement jamais, donc j'ai trouvé son comportement très étrange et son grognement me glaçait les os. C'était comme s'il s'apprêtait à se battre pour sa vie ou quelque chose du genre. Je l'ai emmené avec mon autre chien vers 23 heures et il ne voulait pas me quitter. J'avais remarqué que la porte de mon atelier était ouverte. Alors je suis descendue pour la fermer et la verrouiller. Tout le temps, il est resté collé à moi. Ozzy essayait également de se glisser entre mes jambes, toujours en grognant, avec tous ses poils dressés comme un animal sauvage. Puis au moment où je commence à fermer la porte, l'enfer se déchaîne dans les bois. On aurait dit que 50 hommes adultes s'étaient lancés dans un sprint complet à travers les bois. Les arbres tremblaient et les branches tombaient. De ma vie, je n'ai jamais eu aussi peur. Nous sommes rentrés à la maison, puis j'ai pris mon pistolet, ma lampe, pour comprendre ce qu'il y avait là-bas. Lorsque le chien et moi sommes sortis, nous étions entourés de ce qui ressemblait à des gens qui marmonnaient. Il y en avait partout. J'ai projeté la lumière partout dans les bois et je n'ai rien pu voir, mais le son venait de partout. On aurait dit que vous aviez une salle de sport pleine de gens qui marmonnaient. On pouvait presque distinguer les mots. C'est pourquoi je ne pense pas que ce soit un animal. Je me suis immédiatement sentie malade, comme si j'avais un mélange entre une crise de panique et une grippe. De retour à l'intérieur de la maison, on aurait dit que des gens se promenaient toute la nuit. Les fenêtres grinçaient et on entendait clairement le bruit des chaussures sur les graviers. Le marmonnement ne s'est jamais arrêté. Chaque fois que je me levais pour vérifier la maison, mes pieds touchaient le sol et le silence était total. On n'entendait pas les oiseaux, les grillons, les grenouilles ou quoi que ce soit. J'étais terrifiée. Je n'ai pas dormi du tout. L'air était épais et mauvais toute la nuit. C'est la seule façon dont je pouvais expliquer cette sensation. Imaginez une couette trempée jetée sur vous. C'est ce que j'ai ressenti. Je recherche toutes les réponses sur ce que cela pourrait être. Je suis brésilien, j'ai vu beaucoup de choses en 21 ans. Une fois, je faisais une randonnée avec un ami. Nous avions commencé très tard, comme 22 heures, et avions fini vers 1 heure du matin, près d'une zone résidentielle, avec une vieille église et des pâturages de vaches. Mon ami devait livrer à une femme qu'il connaissait des casseroles et des poêles qu'elle avait empruntées pour que nous puissions préparer de la nourriture et des sucreries pour la fête de São João, une fête catholique. Au retour, nous devions marcher sur un long chemin de terre qui était séparé des pâturages par une clôture et des arbres dos à dos du début à la fin de la route. Nous avions des lampes de poche, mais la nuit était très claire car la route était très large et ouverte. Au milieu de la longue route, nous avons commencé à entendre des grondements du côté de la clôture derrière les arbres. J'ai pensé qu'il s'agissait probablement d'un chien. Le son s'est approché petit à petit au fur et à mesure que nous avancions, et mon ami a déclaré qu'il s'agissait sûrement d'un très gros chien. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que le bruit soit juste derrière notre cou, avec cette omniprésence. J'ai pris un morceau de bois que nous portions au cas où nous serions attaqués par des chiens ou autre chose sur les sentiers, et j'ai demandé à mon ami d'éclairer la clôture avec la lampe de poche, et c'est alors que je l'ai vu. Une grande silhouette maigre se dressait sur ses deux pattes arrière. Ses bras étaient si longs qu'ils touchaient le sol
comme un putain de gorille, penché en arrière et cachant sa vraie taille, me regardant dans les yeux avec sa colonne vertébrale tordue. On aurait dit un taureau anorexique en phase terminale, avec un visage déformé, sans cornes mais avec des poils au cou, comme une fausse crinière et une peau grise et des yeux brillants. Cette seconde m'a semblé une éternité. Soudain la lumière s'est éteinte et quand j'ai regardé, mon ami courait et me criait de faire de même. J'ai couru comme je n'avais jamais eu besoin de courir auparavant, avec cette chose qui courait à mes côtés de l'autre côté des arbres. Quand nous avons atteint la fin de la route, j'ai demandé à mon ami s'il l'avait vu, et il m'a répondu que non, et qu'il avait couru de peur. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'un loup-garou, mais c'était tellement différent de tout ce dont j'avais entendu parler, et je ne sais vraiment pas ce que c'était, mais ça me rend encore visite dans mes rêves. Ça s'est passé pendant mon enfance à Matamoros au Mexique. Je vivais avec ma famille dans un quartier tranquille où tout se passait bien. J'ai eu une enfance heureuse. En raison de la situation économique des années 1970, de nombreuses personnes ont été contraintes d'émigrer vers d'autres régions du pays ou même vers les États-Unis à la recherche d'opportunités. Pour cette raison, de nombreuses maisons ont été abandonnées. Et lors des déménagements, il était courant que nos anciens voisins laissent des choses oubliées. Il y avait tellement de migration dans la région que pour mes amis et moi, l'un de nos jeux préférés était l'exploration urbaine. Nous entrions dans les maisons vides avec le désir de fouiller les poubelles, de voir quel genre d'objets on avait laissé. Bien sûr, notre objectif principal était les jouets. Une fois, je ne me souviens plus de la date, nous n'étions pas à 5 pâtés de maison de chez nous lorsque nous avons vu une maison inhabitée. Elle avait déjà le panneau à louer et plusieurs grands sacs d'objets oubliés avaient été laissés dans le garage. Nous avons commencé à fouiller dans les sacs, mais parmi tout un tas d'objets, un de mes amis a trouvé la tête d'une poupée, une de celles qui ouvrent et ferment les yeux. La tête était celle d'un bébé, n'avait pas de cheveux et avait une expression joyeuse, mais quand vous la regardiez, vous ressentiez un inconfort inexplicable. C'était frappant. Entre blagues et jeux, nous avons décidé de l'emporter avec nous et de la mettre sur un arbre qui se trouvait à l'entrée de certains terrains de foot où nous allions. Depuis ce jour, nous avons ressenti une ambiance très sombre, en plus de pouvoir sentir un regard très lourd. Mais tout ne s'arrête pas là, parce que pour une raison étrange, nous étions très attirés par elle, à tel point que nous nous sommes même disputés. Je me suis battu avec mes amis parce que je voulais l'emporter chez moi, mais la cupidité avait éclaté non seulement en moi, mais aussi chez tous mes amis. L'étendue de nos disputes était telle qu'il y avait des jours où nous ne parlions pas. Je me sentais une certaine responsabilité, puisque c'était moi qui avais tout commencé. Alors après y avoir réfléchi, je suis allé chercher mes amis pour m'excuser auprès d'eux et tout est revenu à la normale. Une fois, alors qu'on jouait aux billes, mon meilleur ami s'est exclamé effrayé. La petite tête a roulé des yeux. Mais comme nous savions déjà qu'il pouvait les ouvrir et les fermer, nous ne lui avons pas donné d'importance. Mais Mario a insisté à nouveau. Puis nous avons vu que le jouet déplaçait ses yeux d'un côté à l'autre et même clignait des yeux. Bien sûr, nous avons eu peur et nous avons couru terrifiés. Aussi, nous n'avons pas remis les pieds sur le terrain de football. Après quelques jours, on s'est retrouvés pour décider de ce qu'on allait faire de cette chose. On voulait s'en débarrasser, mais personne n'a eu le courage d'y toucher. Alors on a décidé d'y aller avec un ami adulte. À 2 rues de chez nous, il y avait la maison d'un homme nommé Valentin. Il était très gentil et avait l'habitude de jouer au foot avec nous. Nous connaissions ses enfants qui étaient plus jeunes que nous parce que nous avions été invités à ses fêtes d'anniversaire auparavant. Nous sommes allés le chercher. Nous savions à quelle heure nous pourrions le trouver et nous lui avons tout dit. Évidemment, il ne nous croyait pas. Nous l'avons emmené au terrain de foot et lui avons montré la tête. Il le prit et observa de près pendant quelques minutes. Puis s'écria « Je l'emmène chez moi. Ma fille a quelques-unes de ces poupées sans tête. Ça m'aidera à en réparer une. » Il a pris la tête, l'a mis dans un sac d'épicerie et rentra chez lui. Les jours ont passé sans incident et la tranquillité est revenue dans notre cercle d'amis. En fait, nous sommes retournés jouer sur le terrain de football.
Cependant, 15 jours s'étaient écoulés depuis que nous avons vu Valentin, et nous n'avions plus eu de nouvelles de lui, alors nous sommes allés le voir chez lui. Arrivés près de chez lui, nous sommes restés pendant une demi-heure, mais personne n'a ouvert. Nous avons pu entendre que la télé était allumée, et nous avons vu des lumières à l'intérieur de la maison. En fait, son camion était garé dans le garage. Ça nous a semblé étrange. Les jours suivants, où nous sommes allés le chercher, la même chose s'est produite et nous n'avons toujours pas eu de nouvelles de Valentin ou de sa famille. Nous avons discuté de cette situation avec nos parents et voisins, mais ils ne s'en souciaient pas. En fait, ma mère m'a dit qu'il devait peut-être émigrer comme les autres. Préoccupés par cette situation, nous avons décidé d'enquêter par nous-mêmes. Nous avons sauté par-dessus la barrière et sommes entrés dans sa maison. Lorsque nous sommes entrés, nous avons trouvé les lumières allumées dans certaines pièces. La télévision était allumée et en fait les assiettes étaient sur la table. La nourriture était toujours là. Il semblait que toute la famille venait de disparaître, puisque tous leurs biens étaient là, leurs vêtements, les jouets des enfants, y compris son portefeuille sur la télévision, à côté de ses clés de voiture. On a laissé la maison comme elle était, avec une grande crainte, sentant que quelque chose de mal leur était arrivé. Nous avons essayé de voir comment déposer une plainte de disparition auprès de la police, mais ça n'a pas été possible, car nous étions mineurs, et lorsque nous avons finalement réussi à convaincre nos parents de nous soutenir, la plainte n'a pas pu être prise, car nous n'étions pas apparentés à eux. Ainsi les jours devinrent des semaines, des mois, et nous ne cessâmes pas de chercher. Un jour en rentrant de l'école, j'ai vu qu'il y avait des gens dans la maison de Valentin, et pensant que c'était lui, mon cœur s'est rempli de joie et j'ai couru à sa rencontre. Mais quand j'ai atteint le seuil de la porte, j'ai vu qu'il s'agissait de personnes différentes. Ces personnes étaient des membres de la famille qui sont venus après ne pas avoir eu de leurs nouvelles. L'homme qui disait être le beau-frère de Valentin m'a posé des questions pour savoir si je savais où il se trouvait, ce à quoi j'ai répondu non. Je l'ai accompagné pour demander au voisin s'il savait quelque chose et finalement, un voisin a pu donner des réponses. Une vieille femme qui habitait la maison de l'autre côté de la rue raconta au beau-frère de Valentin qu'il y a quelques mois, après 9 heures du soir, elle avait entendu un cri qui l'avait réveillée. Et comme la fenêtre de sa chambre faisait face à la rue, elle s'était penchée pour voir ce qui s'était passé, mais n'avait rien remarqué d'étrange. Quelques minutes plus tard, elle a vu Valentin se précipiter dehors et démarrer le camion. Immédiatement après, il est descendu du camion et a couru dans la maison. La femme a dit que le moteur de la voiture avait fonctionné toute la nuit. Et vers 1 heure du matin, elle a entendu que celui-ci avait été coupé. Quand la dame est sortie pour faire ses activités le matin, elle a vu que le camion était toujours là. Et quand elle a entendu la télévision allumée, elle a pensé que tout se passait normalement. Mais depuis, elle n'a plus eu de nouvelles de Valentin et de sa famille. Avec le temps, la maison de Valentin est également devenue une maison inhabitée. Par respect, nous n'y sommes jamais entrés. Mais d'autres personnes ont commencé par commettre des vols. D'abord le camion a disparu, puis les appareils électroménagers, les meubles, etc. ont été volés jusqu'à ce qu'elle soit complètement vide. Au fil des ans, la propriété a été vendue aux enchères et de nouveaux locataires sont venus vivre. Mes amis et moi avons grandi et chacun a fait sa vie, mais jusqu'à présent, je n'ai cessé de me demander ce qui est arrivé à Valentin et à sa famille, et si la tête de cette poupée avait quelque chose à voir avec leur disparition. C'est arrivé ce soir vers 23 heures. Je terminais mes devoirs quand j'ai commencé à entendre quelque chose comme un hurlement de chiot. J'ai d'abord pensé qu'un de mes voisins avait peut-être un nouveau chiot et qu'il pleurait. 10 minutes se sont écoulées avec les hurlements ininterrompus quand j'ai commencé à les entendre juste devant ma fenêtre. Il faut savoir que j'habite au 3e étage et que ma chambre se trouve juste à côté du balcon. J'ai paniqué pendant quelques secondes, mais mon esprit rationnel a pensé que le chiot avait pu s'échapper de sa maison et qu'il s'était perdu, ce qui expliquait ses pleurs. J'ai jeté un coup d'œil à travers les rideaux pour voir de quel type de chien il s'agissait.
il n'y avait pas de chien du tout. En fait, il n'y avait rien du tout. Je me suis inquiétée en pensant que ce satané chien était peut-être tombé et s'était tué. Je suis sortie de ma chambre et avant d'ouvrir la porte du balcon, j'ai entendu un grognement épais et lourd, comme ceux que l'on entend dans les films d'horreur. Mais ça semblait extrêmement réel et naturel. Mon corps entier s'est figé et je ne pouvais pas bouger à cause de la peur. J'ai entendu le grognement environ 6 fois avant de retourner en courant dans ma chambre. J'ai encore une peur bleue. Je n'ai jamais rien entendu de tel en 20 ans de vie. J'avais décidé de l'enregistrer, mais je ne trouvais pas du tout mon téléphone. C'est alors que j'ai entendu le cri le plus terrifiant qui soit, comme celui d'un animal que l'on torture. J'ai regardé par la fenêtre une fois de plus, et toutes les maisons avaient des lumières allumées. J'ai vu mes voisins regarder par les fenêtres, et j'ai entendu beaucoup de chiens aboyer en même temps. Tout le voisinage a été perturbé. Mes voisins du dessous m'ont appelé pour me demander si j'avais entendu quelque chose. Ils étaient également terrifiés. Ils ont appelé la police pour savoir s'ils pouvaient faire quelque chose, mais ils ont seulement dit qu'il s'agissait peut-être d'un coyote ou d'un loup. Je connais le bruit d'un coyote et d'un loup, et il ne ressemble absolument pas à celui d'un chien de l'enfer. J'ai hésité à raconter cette histoire principalement parce que je ne veux pas que quelqu'un pense que moi ou la personne dont il s'agit est folle. Bien que dire c'est vraiment arrivé semble très cliché, je peux vous assurer que les histoires suivantes sont vraies. Avant de commencer la première histoire, je vous rappelle que je suis stagiaire dans une église qui travaille sur le site d'une réserve Navajo en aidant la communauté à réparer les maisons des gens. Par exemple, en réparant les toits, en repeignant et en rénovant l'intérieur. C'est un travail de 8 à 5 heures bien rémunéré et avec des gens sympas. Et dans l'ensemble, je suis content. Et je tiens à préciser que je n'essaie pas d'offenser la tradition Navajo de quelque manière que ce soit. Il s'agit simplement d'un récit de première main sur ce qui se passe actuellement pendant mon voyage. Au cours des 2 derniers mois de mon stage, j'ai commencé à devenir assez proche de certains résidents de la réserve. Une femme en particulier, que j'ai appris à connaître assez bien, était du genre superstitieuse. Comme dire de ne jamais sortir la nuit ou d'autres choses qui me semblaient aléatoires. Mais le plus grand tabou que j'ai su ne jamais mentionner, principalement parce que mes supérieurs me l'avaient dit, était le folklore navajo, comme les skinwalkers. Cependant, un jour, c'était très différent en ce sens que la question brûlait en moi. J'étais à ma pause déjeuner après avoir fini de peindre des parties de sa maison. Elle s'assit à côté de moi, sur son porche, et nous discutons un moment. Mais je me sens enfin assez à l'aise pour lui poser des questions sur les folklores des skinwalkers ou quelque chose de ce genre. Je ne m'attendais pas vraiment à une réponse. Je pensais que peut-être elle dirait rapidement non, puis changer de sujet. Mais à ma grande surprise, elle tourne la tête vers le paysage extérieur, hésite puis me dit « Oui, j'en connais et j'en ai fait l'expérience ». Elle me décrit alors l'équivalent apparent d'un loup-garou. Pour paraphraser, elle a dit « Les loups-garous ressemblent à des gens normaux, mais masqués de peinture blanche, ouvrant leur visage, leurs bras et leur poitrine. Tout leur corps est aussi blanc qu'un cadavre, couvert de symboles noirs, probablement liés à l'adoration du diable. Plus précisément, ce sont des fossoyeurs et des nécromanciens. Ils déterrent les corps uniquement pour voler des bijoux, bien qu'ils puissent pratiquer d'autres actes sur les cadavres. Les loups-garous tirent également leur pouvoir du diable. C'est ainsi qu'ils sont capables de posséder une force et une endurance surnaturelles. J'ai été surprise d'entendre ça, même si je pensais que les loups-garous ne ressemblaient pas du tout à ceux de Twilight ou de Scooby-Doo. Mais au fond de moi, je me disais qu'elle avait l'air un peu folle. Avant que je ne puisse poser plus de questions sur ces êtres, elle a commencé à me raconter sa propre interaction avec eux, et son histoire me donne encore des frissons. Elle m'a expliqué qu'un jour,
elle et son mari roulaient sur les routes sinueuses longeant les montagnes et qu'ils ont découvert une femme au visage couvert par ses mains et agenouillée au milieu de la route, semblant pleurer. À un moment donné, la femme lève les yeux vers les phares de la voiture et découvre la même peinture blanche et les mêmes symboles sacrificiels que ceux mentionnés précédemment. Son mari klaxonne et freine rapidement, mais il arrive trop tard et entend les os de la femme craquer et le sang gicler sur le pare-brise. Une fois qu'elle et son mari ont arrêté la voiture en toute sécurité et qu'ils ont compris ce qui venait de se passer, ils courent rapidement vers l'endroit où ils ont heurté la femme. Cependant, une fois sur place, il n'y avait pas de corps. Mais pas seulement, il n'y avait pas non plus de traces de sang. Pour l'anecdote, cette partie de la réserve comportait quelques falaises, mais le terrain était relativement plat, de sorte qu'il était évident de savoir où se trouvait quelqu'un, surtout s'il venait d'être renversé par une voiture. Perplexes quant à l'explication plausible de cet événement, elle et son mari sont rentrés chez eux en essayant de négliger l'idée qu'ils venaient d'être témoins d'un loup-garou. Cependant, en tant que personnes sceptiques qu'ils étaient à l'époque, ils ont essayé de fermer les yeux sur cet événement en pensant qu'ils avaient perdu la tête. Aussi intéressante que soit son expérience, elle m'a fait réfléchir. Est-il possible que cette histoire de loup-garou soit vraie, ou s'agit-il de sa propre façon de décrire un skinwalker ou un autre phénomène surnaturel parce qu'elle ne pensait pas que je savais ce qu'était un skinwalker? Cette question n'a cessé de me trotter dans la tête. Comme vous pouvez vous en douter, les nuits suivantes, j'ai eu du mal à dormir confortablement à cause de ça. Pendant les journées de travail, je me sentais de plus en plus épuisé mentalement, presque paranoïaque. À la fin de la semaine, vers 18h, j'étais assis dans la voiture qui me ramenait sur le site de l'église et j'étais dans un état d'esprit où j'étais à moitié éveillé et à moitié endormi. Mon ami conduisait et a déclaré qu'il voulait s'arrêter à la station-service située près de l'église pour prendre quelques snacks à grignoter pendant notre temps de débriefing dans notre cabine. Comme j'étais trop fatigué pour discuter, j'ai dit d'accord. J'ai posé mon visage contre la fenêtre et j'ai essayé de m'assoupir en attendant mon ami. Cependant, j'ai eu l'impression bizarre d'être observé. Alors j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai rien vu. Lorsque j'ai tourné la tête du coin de l'œil, j'ai cru voir une silhouette blanche, tout comme la femme décrite précédemment. J'ai regardé en arrière, il n'y avait rien, mais je jure avoir vu quelque chose. Comme il commençait à faire sombre dehors, je me suis rapidement redressé sur mon siège pour réajuster ma vision. Mais lorsque j'ai regardé à nouveau par la fenêtre, c'était presque comme si la silhouette s'était évanouie. Perplexe, je suis sorti de la voiture et j'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait aucune trace de l'existence d'une créature. Mon ami revient à la voiture et me demande ce que j'étais en train de faire. Je me suis demandé si je devais lui dire ou non, mais j'ai décidé de dire « Oh, je prenais juste l'air ». Les jours suivants ont été encore pires pour moi. Mon humeur s'est dégradée, je me sens de plus en plus paranoïaque à l'idée qu'il y a quelque chose dehors. Et la nuit, je peux presque jurer que j'entends des cris dans le lointain. Tout ce qui se passe à l'extérieur semble 100 fois plus effrayant, car il n'y a pratiquement pas de lumière, à part le clair de lune. Donc tout a une apparence plus exagérée. Je sais que j'ai l'air fou, mais le pire, c'est que si j'en parle à quelqu'un, il pensera que je suis fou aussi. Je me demande donc si j'ai vraiment vu le loup-garou décrit par la dame, ou si ce sont mes yeux fatigués qui m'ont joué des tours. Un peu de moi d'abord. Quand j'ai reçu mon permis à 17 ans, j'ai commencé à passer tout mon temps libre à l'extérieur, à faire de la randonnée sur toute la côte Est, mais surtout les Pins Barrens du New Jersey, puisque je vis dans le New Jersey. Je viens d'obtenir un baccalauréat en sciences de l'environnement de l'université de Stockton et j'ai travaillé pendant un certain temps comme naturaliste au village de Badstow dans la forêt d'État de Wharton, qui est la plus grande forêt domaniale des Pins Barrens du New Jersey. J'ai obtenu le poste avant la fin de mon stage grâce à ma connaissance des plantes et des animaux. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'obtienne les diplômes, car à l'époque, je n'avais même pas terminé mon premier semestre à l'université.
Je donne cette information uniquement parce que lorsque je vois un animal dans les bois, de jour comme de nuit, je sais avec 100% de certitude ce que je regarde. Et presque 6 ans après avoir vécu cette histoire, je n'arrive pas à comprendre la créature que j'ai vue. Je suis une personne ouverte d'esprit jusqu'à un certain point. Je crois que certains cryptides peuvent exister uniquement si la biologie de la créature est possible, mais ça ne met pas un chien bipède sur ma liste. Il y a environ 6 ans, moi et 2 de mes amis, un soudeur et un mécanicien, je nommerai le soudeur Chris et le mécanicien Alan, avons fait du tout-terrain dans le camion de mon ami Alan, quelque part à Manchester Township. Nous avons rencontré un groupe de copains d'Alan dans un endroit qu'il fréquentait. Je ne connais pas la zone précise, seulement que c'était à Manchester Township et c'était très proche des environs de l'usine de briques abandonnée. Nous avons passé du temps ensemble, quelques heures. J'ai parcouru les sentiers de la terre et j'ai passé un bon moment à sympathiser avec d'autres personnes. Je n'avais pas d'alcool, ni autre chose dans mon organisme, j'étais sobre. Et Alan l'était aussi, mais mon ami Chris était un peu défoncé. Nous commencions à partir, et alors que nous empruntions les sentiers pour regagner la route principale, mon ami Alan m'a dit de surveiller les cerfs. Le chemin de terre sur lequel nous nous trouvions était assez ouvert, environ 10 mètres de large, et nous étions morts au milieu au cas où il devait réagir à un cerf sautant hors de la limite des arbres. Quelques minutes s'écoulent, et mes yeux perçants repèrent ce que je pense être un cerf qui court sur le côté du camion, mais à l'intérieur de la limite des arbres, donc la vue n'était qu'une tache de fourrure brun foncé. Alors que je m'apprête à dire quelque chose à mon ami Alan, pensant que ce cerf va courir devant la voiture et tenter de se suicider, il accélère considérablement son allure et avance d'environ 6 mètres devant le camion, toujours en route. Puis il saute devant le camion. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu cette nuit-là. Il a couru sur ses 2 pattes arrière, nous a regardé droit dans les yeux et à notre grande horreur, il a parcouru ce chemin de terre d'environ 10 mètres de large en 2-3 pas et est entré dans la limite des arbres opposés. Durant ces quelques secondes, j'ai vu cet homme-chien ou cet homme-loup et à ce jour, je ne peux pas l'oublier. Il mesura environ 2 mètres de haut, j'estime sa hauteur en utilisant le camion surélevé de mon ami Alan comme référence. Il était recouvert de fourrure brun foncé. Chaque centimètre de son corps que j'ai vu était recouvert de cette fourrure brun foncé, mais la zone poitrine-ventre en avait moins et une fourrure de couleur plus claire que le reste du corps. Mais même sous toute cette fourrure, on pouvait distinguer une définition musculaire extrême, très similaire à celle d'un bodybuilder olympique. Il avait également une tête canine avec un long museau et 2 oreilles de loup dressées distinctes, ainsi que de grandes pattes musclées. Le torse et les bras ressemblaient à ceux d'un homme très musclé avec de grandes mains. Ses mains avaient des griffes visibles qui semblaient pouvoir causer de réels dégâts et ses yeux reflétaient une couleur de lumière artificielle que je n'avais jamais vue dans le règne animal. Dès qu'il a sauté dans la limite des arbres opposés, mon ami Alan a freiné brusquement. Mon ami Chris a dit « Je sais que je suis défoncé, mais qu'est-ce que c'était que ça ?»